Bonjour. Le leadership ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Bienvenue à l'émission Introspection, où nous explorons ce qui fait un leader authentique et inspirant. Ses valeurs, ses échecs, ses remises en question, ses doutes, mais aussi ses victoires et ses transformations profondes. Je suis Nina Urman et aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Arthur Benzaken, un homme, un leader au parcours particulier, atypique, à la croisée de la créativité et de l'entrepreneuriat. Actuellement, Arthur est le président du groupe Masada, qui est un créateur de lieux d'exception et des expériences d'exception autour du sport, du bien-être et aussi de l'hospitalité. Préparez-vous à une conversation enrichissante où nous allons plonger dans son parcours entre art, affaires et quête de sens. Bonjour Arthur Benzaken, bienvenue à l'émission Introspection. Je suis ravie de vous accueillir. Comment allez-vous? Formidable. Il fait beau, c'est les premiers jours de beau temps, donc on a l'impression de rééclore. C'est ça, c'est la réinvention, c'est le printemps. Magnifique. Donc, vous portez beaucoup de casquettes différentes. Vous êtes artiste, acteur, réalisateur, scénariste, en même temps businessman, entrepreneur et en même temps fils, mari, papa. Qu'est-ce qui unit tout cela, toutes ces dimensions différentes? Quel est le fil rouge? Ah, c'est une bonne question, ça. Quel est le fil rouge? Le désir, l'envie, la liberté. Voilà. Ouais. En tout cas, toutes les casquettes dont vous avez parlé me plaisent. Donc, en fait, on va dire, je les vis avec le plus de gourmandise possible. Oui, voilà, c'est ce que j'ai ressenti quand je vous ai rencontré la première fois, ce désir pour la liberté et l'expression de soi. Donc, si je vous demande qui êtes-vous, Arthur Benzaken, ou peut-être que je dirais chaque vie est comme un livre unique, quel serait un petit peu le titre de votre livre à vous? Quel serait le titre? Je dirais, le saltimbanque. Mhm. Ouais, je dirais le saltimbanque parce que j'adore ça. En fait, j'adore le principe du saltimbanque. J'adore le principe de la gratuité du geste et de la générosité du geste. Et j'adore les saltimbanques pour ça. C'est-à-dire, en fait, d'être artiste de rue, je trouve ça formidable. Et en fait, on est dans un monde où c'est tellement compliqué que je pense que j'ai, au fur et à mesure, appris à le modéliser pour faire en sorte de pouvoir continuer. Oui. Et j'aime effectivement toute la dimension de liberté qui va avec le saltimbanquisme. Donc, et le fait de le modéliser, justement, ça m'a permis peut-être de continuer à faire ce que j'avais envie de faire à Oui. l'endroit où j'étais, et puis de trouver la manière de gagner sa vie avec ça. Ouais, magnifique. Donc parlons peut-être de votre parcours et comment vous êtes arrivé. Vous avez un parcours atypique, très singulier. Parlez-moi peut-être vraiment du début, le petit Arthur. Alors, le petit Arthur, en fait, il se construit dans une famille euh, de parents qui arrivent d'Afrique du Nord, Mhm. donc de gens qui ont besoin et de s'assimiler et de construire. Donc, ils arrivent d'Algérie, de Maroc, du Tunisie, et puis eux-mêmes, de parents turcs, italiens, enfin voilà. Donc, euh, et donc, ils ont fait 2 enfants, qui sont mon frère et moi. Et donc, mon frère qui est l'aîné, ils ont fait, je pense, qu'ils voulaient être l'élite de la France. Donc, mon frère a fait Polytechnique. Oui. Euh, et, euh, et puis, effectivement, le premier étant déjà programmé, entre guillemets, le deuxième avait plutôt pas de cadre. D'accord. Donc, moi. Et donc, j'ai grandi dans un environnement où, alors, d'un côté, c'est enivrant, c'est très vaste, et d'un autre côté, ça peut être très anxiogène, puisqu'en fait, quand il n'y a pas de cadre pour un Oui. enfant, c'est Il n'y a pas ça. de limite, il a cette liberté, mais comment je me construis? Exactement. Mhm. Et puis, mais bon, avec énormément d'amour. Donc, finalement, grâce à ce cadre, grâce à cet amour, et puis grâce
effectivement un frère qui avait fait, lui, Polytechnique. Alors lui, pour le coup, extrêmement contraint, peut-être même trop, auto-contraint, hein, parce qu'en fait, il a pris la mission très à cœur. Mais en fait, à deux, on a réussi effectivement à construire des choses formidables. Donc ça, c'est des petits. Donc on va dire un univers scolaire, moi, extrêmement chaotique. Hein. Je me souviens que vraiment, c'était pénible pour moi. Ouais, c'était Est-ce vraiment... qu'il y avait beaucoup de comparaisons entre Non, le aucune. frère? Non, du tout. Non. Aucune. C'est là où je vous dis, en fait, deux éducations quasi Complètement parallèles. différentes. Alors, en revanche, ça restait des parents d'Afrique du Nord, hein, donc en fait, ils pouvaient avoir la main lourde, tout ça, etc. Mais j'ai jamais eu de doute sur l'amour. C'était juste l'impossibilité d'expression de la frustration, la main lourde. Mais, mais effectivement, moi, j'ai redoublé 2 fois. Oui. Et puis, je pense que j'ai changé de lycée. Ma plus longue durée, c'était 2 ans. Mais généralement, je changeais d'école tous les ans. Je me faisais virer, en fait, chaque fin d'année. Donc, effectivement, pas de cadre. Donc, en fait, je ne savais pas ce qu'était... Qu'est-ce que vous avez plu à l'école? Est-ce qu'il y avait des sujets où c'était, non, 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 c'était c'était pas les pour vous? gens. C'était pas pour Ouais, vous? ce qui m'a plu à l'école, c'est ça. C'est en fait, c'est butiner, c'est de voir en fait des univers différents. Parce qu'en fait, je passais d'école publique à privée, à éventuellement une pension, à une autre école publique, à des quartiers différents, de Charenton, Hélène Boucher dans le 20e, à le Jean de La Fontaine dans le 16e, à Charlemagne, école privée, un peu boîte à bac. Donc en fait, on rencontre des gens différents, sociologiquement, culturellement, tout ça. Donc ça m'a plu. Et donc après? À Et la donc fin? après, bon, j'arrête assez vite l'école. Je pense que je fais 2 mois de HASAS en droit. Alors là, quand il faut auto-gérer son travail, ce qui est le principe de la faculté, là, il n'y a plus personne. Donc moi, j'ai un vertige énorme. Et effectivement, j'arrête l'école et donc je me mets à travailler. Donc bon, pas mal de petits boulots. Et puis ensuite, très rapidement, je rencontre Raphaël Mesrahi à l'époque, où on vient de signer, et qui vient de signer sur Canal+. On est très copains. Et puis, on écrit, il décide de me prendre dans son équipe d'auteurs. Et j'écris les sketchs de Raphaël Mesrahi pour Canal+, qui vient de signer sur Nulle part ailleurs. Et donc, je pense que j'ai 18 ans, quelque chose comme ça. Donc très jeune. Ouais, très jeune. Et 18 ans, ben voilà, Canal+, ça se passe très bien. On part à Cannes. Ben, à Cannes, à l'époque, le festival de Cannes vraiment appartenait à Canal. Et on se retrouve avec cette émission star qui est Nulle part ailleurs, sur la Croisette, avec tout ça. Donc tout ça est incroyable. Et puis, je fais 2 saisons comme ça. Et ensuite... Je rencontre Gilbert Royon à l'époque, qui était président de IMI. Et j'étais un peu musicien, un peu mélomane. On parle à chaque fois qu'il me fait écouter ses titres. Je lui donne mon opinion. Et puis il se trouve que je dois avoir un avis assez juste sur ce qui est potentiellement un tube ou non. Et donc en fait, il décide de m'embaucher directeur artistique chez IMI. Et donc voilà, 20 ans, 21 ans, je Une deviens... surprise, une vraie surprise ou non? Oui et non, oui et non. En fait, oui et non, ça devient très rapidement d'ailleurs quelque chose d'important dans ma, dans ma construction. C'est-à-dire que ce qui devient important, c'est le fait de m'auto-surprendre. C'est-à-dire que ce qui me plaît énormément, c'est vraiment la capacité de me réinventer moi. Oui. Très vite, j'ai une angoisse quasiment du mot métier, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui enferme. Je me dis, si on dit c'est son métier, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire d'autre, alors qu'il y a tellement de métiers. C'est un cadre en fait. Et ouais. là, il faut se libérer de ce cadre, Ouais, il c'est faut se ça. réinventer, il faut activer de nouvelles Bah, en tout cas, ressources. c'est ça. Si elle se présente, en tout cas, cette nouvelle ressource, c'est qu'il faut l'accueillir. Voilà. Donc, moi, quand on me propose ça, le fait d'être directeur artistique, je trouve ça formidable. Et je signe mes 2 premières signatures, c'était L'Âme et Larousseau. Alors, je ne sais pas si vous étiez là déjà, Nina, voilà, en France à cette époque-là. Mais c'est 2 très grands succès. En fait, on signe ça, je crois que c'est 96, 97. Donc en fait, on fait 2 fois 2 millions de singles, ce qui n'existe plus de nos jours, de faire des scores pareils. On était à peine au début de Napster, donc il n'y a pas de téléchargement, c'est vraiment du physique à cette époque-là.
Et puis, bah voilà. Et puis, c'est génial. Sauf que je me mets à la prod indépendante. Et donc, je reviens aux mêmes angoisses que la fac. C'est-à-dire que la prod indépendante, j'ai toujours, a priori, cette oreille, ce rapport assez fusionnel avec les artistes, avec les talents, avec les techniciens, mais très mauvais gestionnaire. Et donc, en fait, je dépose le bilan de ma boîte de prod. Ça me laisse une trace très forte. Mais voilà, j'en profite pour me dire, mais en fait, mes parents, à ce moment-là, donc ont monté le Ken Club, eux, en 1985. Ils sont en train de revendre, voire ils ont revendu. Et je m'oppose très, très fermement à la vente parce que j'ai cette sensation, justement, que nos icônes de Oui. demain sont beaucoup plus des sportifs que des rockers. Je viens du milieu de la musique. À ce moment-là, il y a Johnny qui fait un album qui performe pas trop. En revanche, on sort de France 98 et là, on voit effectivement que nos idoles, Oui, de Thierry Henry à Zidane, à Trezeguet, à tout le monde, toute cette équipe de c'est des France. sportifs. Ouais. Et puis même au basket, on a les débuts de Tony Parker qui est en NBA. Voilà, on a des Cantona, même si c'est la génération d'avant qui performe en Angleterre. Et je me dis, en fait, mais nous, on a inventé, on est un peu les Auvergnats des clubs de sport. C'est-à-dire que mes parents sont arrivés, ma mère de chez L'Oréal, mon père kiné, ils ont inventé le Ken Club et on a inventé les clubs de sport particulièrement de haut de gamme. Et je leur dis que je veux Il absolument ne faut reprendre pas ça. vendre. Non, 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 non. impossible. Donc ça, Impossible. c'est une intuition, Ouais. c'est un désir, c'est non, 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 non. C'est un mélange de tout, ouais. Alors, on va se dire, ceux qui sont un peu contre vont se dire c'est juste un caprice. Ceux qui sont pour vont écouter l'intuition en se disant au contraire que c'est une fulgurance de l'intelligence à ce moment-là. Et puis moi, je vais juste dire, bah, je sais pas quoi, c'est juste, ça peut pas se faire autrement. Et donc, je mets pas mal de temps, mais j'arrive à convaincre mes parents qui, eux, tout d'un coup, viennent voir le polytechnicien Oui, en lui disant qu'est-ce que t'en penses. Et mon frère qui est moins féru du risque, particulièrement, ça mettait entre parenthèses la retraite de mes parents, puisqu'ils vendaient quand même, donc oui. ils pouvaient faire un cash-out et vivre un petit peu leur retraite. Dit oui, les chiffres, ça tient la route de ce qu'a présenté Arthur, mais après, c'est votre retraite, tout ça. Et donc mes parents décident de se dire oui, mais on veut. Si ces chiffres tiennent la route, effectivement, on veut. On y va. Là, Arthur, peut-être passons à une partie un peu plus vulnérable, mais essentielle, un leadership authentique, inspirant. Quels sont peut-être les échecs ou des moments difficiles dans votre vie qui vous ont marqué? Bon, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. En ce moment, on sort d'une période Covid extrêmement lourde. On est dans une situation internationale particulièrement angoissante. Je ne suis pas sûr que j'aime le mot échec, en fait. C'est-à-dire, en fait, je pense que dans l'entrepreneuriat, on valorise tellement fort l'action que le fait de se tromper n'est jamais un échec. Le fait de se tromper, il y avait un film avec Casey Affleck. Alors, je ne connais plus le titre, mais faut rechercher Casey Affleck. C'était sur les histoires d'amour. Et j'ai adoré l'intro. Il disait qu'on se montrait que dans ses relations de couple, c'était un mec qui était toujours perdu. Oui. Mais dans ses relations de couple, on ne grandissait jamais autant que lors d'une rupture. C'est-à-dire qu'on était en capacité de faire des bilans sur ce qui n'avait pas fonctionné, et même chez soi, Bien même sûr. voilà, et même chez l'autre, de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait plus, de ce qu'on était capable de faire, de se connaître mieux. Et, cette partie de bilan faisait grandir 10 fois plus en un mois que pendant 10 ans d'une Bien sûr. relation. Et en fait, c'est ce qui se passe dans un échec. Donc en fait, c'est pas un échec. Oui. À partir de là, c'est juste une capacité de grandir plus vite. Et c'est là où les entrepreneurs, parfois, effectivement, grandissent plus vite. C'est qu'en fait, ils ont une acceptation de l'échec. C'est ça. Une tolérance Une- presque. Bah, bien sûr. C'est la mais tolérance d'échec. exactement. Parce qu'en fait, on a agi. Mhm. En fait, avec la réflexion, bah, on peut passer 100 ans à ne rien faire. Mhm. Donc, l'action, elle nous permet de se dire, ça, on l'a fait, on s'est trompé, ça ne fonctionne pas, bim, on fait ça. Ouais. Et donc, on va beaucoup plus vite et on fait face, en fait, à la réalité de ces choix. Moi, après, il se trouve justement que
j'ai tellement valorisé la liberté Oui. que, au pire, j'ai assouvi un désir. Donc en fait, il n'y a même pas. Vraiment, donc je suis pas fan effectivement du mot échec. Après, il y a l'âpreté, il y a la difficulté des Oui. moments. C'est ce que je vous dis. Effectivement, nous, on a des salles de sport, on a un groupe de salles de sport. On a fermé pendant 14 mois pendant la période Covid Oui. avec un Ça système. doit être dur, hein. Bah, c'est D'un même, en coup, fait, sur personne. papier, c'est même impossible. Ouais. C'est même impossible. Donc, C'est- comment se relever de cela? Comment être résilient? Comment y croire quand même? Bah, en fait, il n'y a pas le choix. En fait, il n'y a pas le choix. Alors, sans faire de théologie, moi, je ne suis pas du tout religieux, tout ça, mais on sort de la période de Pâques. Oui. Et en fait, alors là, nous, on nous apprend des histoires depuis qu'on est enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfance, l'esclavage, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est enfant, on est esclave. Et puis, en fait, à un moment, on a un besoin de liberté, on a besoin de s'en sortir. Bah, c'est extrêmement compliqué, c'est pas possible. Et puis, finalement, les choses viennent naturellement. Alors, on va pas se dire que c'est des plaies, mais en tout cas, elles se viennent naturellement. Et puis, quand on a envie d'y arriver, on arrive devant la mer. Ah bah, c'est compliqué, mais la mer, elle s'ouvre. Quand on a la foi, quand on a envie, quand on est entrepreneur, la mer s'ouvre. Et puis, quand on arrive de l'autre côté, on a réussi à traverser la mer. Mais ouais, mais non, il y a 40 ans de traversée du désert. Et puis, une fois qu'on a traversé ce désert, il y a le veau d'or. C'est-à-dire que le veau d'or, c'est ma liberté à moi, au détriment parfois de celle des autres. Et donc, effectivement, c'est là où tout d'un coup, on va chercher des tapes de la loi. C'est-à-dire qu'on revient effectivement avec l'envie de vivre avec les autres, de vivre en communauté, etc. Et c'est là où l'entrepreneuriat, dans cette difficulté, on ne réfléchit pas, quoi. Il y a la mer à traverser, on traverse la mer. Et dans le désert, c'est pareil, on ne se retourne pas. Sinon, on se transforme en statue de sel. Donc, on continue à avancer et on ne sait pas comment, mais ça a marché. Ouais. Et donc, en fait, si vous me demandiez aujourd'hui, comme je ne suis pas encore à l'étape de me reposer, je suis incapable de vous dire comment ça a fonctionné. Vous êtes encore dans l'action. Je suis encore dans l'action. Ouais. Mais effectivement, on a réussi à faire des résultats en exceptionnel, formidables pendant la période Covid. C'est-à-dire des ventes de clubs, on a changé de braquet, on a transformé des choses où on faisait de l'exploitation. Finalement, je me suis mis à faire de l'immobilier, c'est-à-dire on a remembré en fait les fonds de commerce et les murs. On a négocié des choses avec des bailleurs formidables. Et puis maintenant, effectivement, on s'en est sorti. Et puis voilà. Mais on continue en fait à continuer à créer pour se refocaliser maintenant sur des expériences exceptionnelles. Oui. Voilà. Maintenant. Parlez-moi un petit peu du groupe Masada. Qu'est-ce que ça représente? Parce que le mot ici, je sais que c'est très important pour vous. Ce mot Masada, qu'est-ce que ça représente? Masada, ça représente déjà la forteresse imprenable. Ce que j'aime, c'est la dimension architecturale déjà. C'est-à-dire que c'est une des 7 merveilles du monde, juchée, on se dit juchée, oui, je crois, sur une falaise et même pas sur un roc, sur un rocher. Et ce qu'ils ont construit il y a plus de 3000 ans, non, il y a plus de 2000 ans. Cette forteresse, ce palais romain, dans le désert et sur un roc, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait même pas capable de le faire, même avec des grues. Donc, en fait, ce qui a été fait à cette époque-là, déjà, c'est la prouesse architecturale, la beauté d'un lieu. Et j'aime ce côté imprenable. C'est-à-dire que moi, notre métier, c'est de prendre soin de citadins. Oui. Parce que je viens de la ville, j'aime la ville. J'aime la ville avec tout ce qu'elle charrie d'anxiogène. C'est-à-dire, j'aime même le stress de la ville. Je serais incapable de vivre dans un champ, de vivre... Une campagne tranquille. Non, parce que c'est pas ma... Et j'adorerais être ce mec-là, mais je ne le suis pas. Donc en fait, j'aime l'adrénaline de la ville. Voilà. Après, c'est comment est-ce qu'on gère ces zones de stress pour ne pas arriver justement jusqu'au burn-out. Oui. Mais par contre, comment est-ce qu'on valorise ce citadin? C'est-à-dire, moi, c'est de lui que j'aime prendre soin. C'est quand on comprend le ruissellement de l'économie, on comprend que les premiers créateurs de richesse sont ces gens-là. Et c'est ce qui nous permet de ruisseler, c'est ce qui nous permet de vivre avec la démocratie, de vivre avec le plus de liberté pour d'autres, le plus de choix pour d'autres. Et donc, moi, je suis là pour prendre soin d'eux. Et je pense que le citadin, aujourd'hui, est probablement la personne la plus mal aimée.
Il a besoin de ce bien-être, des lieux d'exception, il a besoin de s'auto-sourcer. Exactement. Et en fait, il a besoin, donc non pas d'un exil, mais d'un endroit où il va se ressourcer pour pouvoir repartir plus fort. pour Et je trouvais que agir. pour ça, Masada, on est cette parenthèse. On prend soin de ce citadin pour qu'il puisse retourner encore plus fort, avec encore autant d'envie, même si effectivement le monde aujourd'hui, enfin en tout cas, pêche par manque de reconnaissance. Donc en fait, nous on est là pour prendre soin de lui, puisque de toutes les façons, c'est viscéral chez l'entrepreneur, le fait de créer. Et donc continuez à créer, et nous on prend soin de vous. Ouais, j'adore. Donc pas de regrets, en vrai. Pas de regrets sur ton parcours, pas de... Qu'est-ce que vous pensez? Non, des regrets, non, puisque voilà, même les choses qui m'ont le plus abîmé, on va se dire avec le dépôt de bilan de ma boîte de prod quand j'avais 20 ans, bah, finalement, c'est ce qui... Ce je qui a pense que, permis bah ouais, de vous réinventer, oui, et puis c'est les d'avancer. fondations de ma construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une construction, j'ai un directeur général, Rudy HH, qui est formidable. On a tendance à se dire, en fait, euh, Rudy s'occupe de tout et moi, je m'occupe du reste. Donc, en fait, effectivement, je m'occupe de ce qui n'existe pas encore et il s'occupe de tout ce qui existe. Donc, en fait, mais ça, pour faire ça, il faut se connaître intimement, il faut C'est ça. connaître ses limites et puis il faut savoir s'entourer bah, et de gens meilleurs que soi, partout, tout le temps. Moi, je suis là pour amener les 0,2% qui vont donner... Parce que vous êtes très artiste, parce que vous avez cette créativité, parce que vous avez cet amour et ce désir pour les autres, je pense. Quelles sont les personnes qui vous ont influencé le plus dans votre parcours? Ça va être bizarre de faire ce genre de référence, mais les premières personnes qui me viennent, c'est ces deux filles qui avaient fait une série télé, enfin un format court sur Teva à l'époque, qui s'appelait Vous les femmes. C'était Judith Siboni et Olivia Cotte. Et en fait, donc c'est plutôt artistique, Oui. mais elles avaient fait un format court qui était éminemment drôle, et éminemment intelligent et en même temps totalement décalé, extrêmement con. Et j'avais adoré. Alors, généralement, c'est un humour d'ailleurs plutôt anglais. Cet humour-là, il est très peu français. Euh, et en fait, le fait qu'elle l'ait fait avec ce ton et avec cette force et avec cette liberté absolue, j'ai adoré parce qu'en fait, j'adorais le fait de pouvoir conjuguer Mhm. l'intelligence et l'extrême connerie. À partir de là, en fait, bah, on peut être totalement impertinent et faire du luxe. Mhm. On peut tutoyer ses membres s'il le fallait et être dans du très haut de gamme. On peut faire de la communication parfaitement décalée et faire du service. Et donc, on peut faire de l'architecture et en même temps être populaire. C'est toujours quelque chose... J'ai La jamais... dualité un petit peu de la vie, les Oui, contradictions, mais qu'on peut quand même marier. oui, parce que voilà, aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'a fait même parfois même un Zara. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit, attendez, c'est pas parce que c'est pas cher qu'on n'est pas capable d'être à la mode et faire beau. En fait, avant, quand c'était pas cher, il fallait que ce soit forcément quelque chose un peu de disgracieux. Et pareil en architecture. C'est-à-dire qu'en architecture, bah, moi, quand j'ai racheté Club Med Gym, euh, à ce moment-là, effectivement, je sais pas, les murs étaient en crépi. Mais et quand je posais la question aux équipes de l'époque, ils me disaient bah oui, mais en fait, comme on n'est pas très haut de gamme, en Oui. fait, on était un peu en trait de gamme, ils disaient, on ne veut pas que les gens se sentent agressés par quelque chose de trop beau. Je trouvais ça. Non, mais vraiment, ils pensaient vraiment que c'était une question de confort. Le D'accord. fait parce que sinon, les gens ne se sentent pas à l'aise si c'est trop beau. Et je trouvais ça fou. Euh, Ben justement, d'où les lieux d'exception. On a besoin exactement. de se sentir bien dans le lieu. Exactement. Et on peut pour le coup faire des tarifs d'entrée de gamme. Là-dessus, c'est pas du tout, ça rentre pas. C'est pas vraiment plus cher de faire du beau. C'est plus cher de faire du luxe, Oui, mais c'est pas forcément plus cher de faire du beau. d'accord. Très bien. Pour la fin, peut-être, j'aimerais bien qu'on parle peut-être des leçons ou un conseil pour les leaders de demain qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent et disent
qu'est-ce que vous, Arthur Benzaken, vous tirez de votre parcours que vous aimeriez bien donner aux autres? Je ne sais pas, moi je vais parler plus à ce moment-là aux entrepreneurs, mais les entrepreneurs, euh, il faut une confiance, enfin une confiance. Il faut une confiance intime, ouais, dans le fait de réaliser ses intuitions, ses rêves, ses désirs. Et donc, cette confiance intime, elle fait qu'à partir de là, on n'a pas peur de tout risquer. Euh, on a une meilleure vue d'ensemble. Et puis, encore une fois, au pire, on n'a pas... je pensais, pardon pour la digression, alors que c'est censé être une conclusion, j'imagine, mais au pire, moi, pendant la période Covid, on a fermé 14 mois, on a fait Oui. 0 € de chiffre d'affaires. Je me suis amusé, c'était pourtant vertigineux, mais je me suis amusé à me dire, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce qui se passe si on repart dans 50 mètres carrés demain avec les 3 enfants et avec ma femme? Et en fait, comme quoi ça peut être exceptionnel, en fait, comme héritage. Le fait de se dire, on peut repartir à zéro et regarder. Et reconstruire tout. Voilà. Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas une chance? Mais parce que si ça arrive, c'est ça. Ouais. C'est de toute façon, comment est-ce qu'on transforme, C'est ça. encore une fois, l'échec Si on retire tout, qu'est-ce qui reste? Il nous reste notre cerveau, notre mindset, notre conscience, et on peut reconstruire tout. C'est cette foi, en fait, qui est un masada, Ouais. qui est irréprochable parce qu'on a cette foi et ce désir et cet amour et cette liberté. Si j'ai un conseil, effectivement, à donner aux gens, c'est faites de l'aïkido. C'est-à-dire transformer ce qui vous arrive comme force contre vous pour, en fait, l'utiliser et faire la meilleure prise possible. En fait, dans toutes les situations, il y a quelque chose à en sortir. Donc, quelle que soit la situation qui vous arrive, il ne faut jamais être abattu. Il faut se dire, comment est-ce que je le transforme? Et ça peut être quelque chose de complètement ailleurs. Oui, ça va être le deuil de quelque chose, mais ça va être la naissance d'autre chose. Et en fait, concentrons-nous très vite sur la naissance de cet autre. Ça ne sert à rien de se retourner. De regarder en arrière et se retourner. Donc en fait, et on se transforme en permanence, et en fait, c'est ça qui enivre. Voilà, moi j'arrive à la fin de... Enfin, pas à la fin, pardon, mais surtout jamais de finitude, mais ce principe de se dire que j'ai hâte de savoir moi-même où est-ce que je serai dans X, je ne sais pas si c'est 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et de savoir que cette personne-là, ce Arthur, dans 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il va réussir à étonner celui qui est là c'est créé à travers du futur, en fait. Ouais. Voilà, en tout cas, ne pas être à l'endroit où on s'y attend nous-mêmes. Parce que ça, c'est rafraîchissant. C'est se réinventer En permanence. En permanence, ouais. Ouais, j'adore. Je suis ravie. Merci beaucoup, Arthur, pour cet échange très enrichissant. Je vous remercie et je vous remercie à vous de nous avoir écoutés.